bien. Bonjour à tous, bienvenue, c'est le débrief du retour en Coupe d'Europe de l'Olympique lyonnais après plusieurs années. Non, pas de présence sur la scène européenne de l'Olympique lyonnais, c'est le retour. Et pour le retour de l'Olympique lyonnais en Coupe d'Europe, l'Olympique lyonnais a gagné le foot. Ça fait du bien de pouvoir dire cette phrase, ce n'est que la deuxième fois qu'on peut la dire cette saison. Deuxième victoire de l'Olympique lyonnais en 6 matchs de cette saison, victoire 2-0 contre l'Olympiakos, le Pirée. Une victoire acquise à la fois dans la douleur et sans grande difficulté, on va expliquer ça un petit peu plus tard. Un match qui a été très fermé, la faute à des Grecs qui n'avaient absolument pas envie de jouer au foot. Les Grecs qui sont arrivés avec un plan de jeu qui consistait à jouer la montre à partir de la 5e minute de jeu. Et encore, je pense que je suis très généreux, l'OL qui s'est cassé les dents contre ce bloc très bas de l'Olympiakos, disposé en 5-3-2, et qui a fini par trouver la faille en seconde période à travers deux presque bannis, deux presque lofters, deux joueurs que l'on n'attendait pas forcément encore dans l'effectif de l'Olympique lyonnais à la fin de ce mercato, puisque c'est Ryan Cherki qui a ouvert le score d'une superbe frappe après un enchaînement pied-gauche, comme il est pied-gauche, pied-droit, hop là on sait pas trop de quel pied il est, et un but de Saïd Benrahma, revenu d'entre les enfers après avoir été proposé à l'intégralité des clubs du Moyen-Orient sans succès. Victoire donc 2-0 de l'Olympique lyonnais pour son retour sur la scène européenne, qui va lancer donc sa compétition de la plus belle des manières, puisque je vous rappelle que cette saison ce n'est plus une poule de 4, c'est une grande poule de 32 ou 36 équipes, je sais même plus, et il faudra donc environ une dizaine de points sur les 8 matchs pour aller chercher l'étape suivante. C'est donc un bon pas en avant qu'a réalisé l'Olympique lyonnais. J'en profite pour vous remercier d'être toujours là, d'être toujours aussi nombreux sur le live, d'être vous abonner sur YouTube, ailleurs, de lâcher les petits subs sur Twitch, ça fait toujours plaisir, et on va continuer même si ça va être une saison un peu sport, puisqu'on aura plein de matchs de Coupe d'Europe à débriefer ensemble. Voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, normalement vous aurez le replay demain matin, donc voilà, normalement si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il est le matin, et vous pourrez noter les joueurs, vous aurez le petit lien en bas dans la description, vous pouvez noter les joueurs a posteriori maintenant. C'est mon premier live sur Twitch, et bienvenue à toi. On va débriefer ce match ensemble, un match qui a été marqué par un changement tactique de Pierre Sage, puisque Pierre Sage au début de cette rencontre avait choisi d'abandonner la défense à 3 pour passer dans un dispositif annoncé en 4-2-3-1, mais qui dans l'animation nous plaçait quand même un petit peu en 4-3-3 avec un Ryan Cherki parfois très bas, replacé quasiment sur la même ligne que Corentin Tolisso. Un dispositif qui a eu beaucoup de mal à faire ses preuves en première période. La faute a 2 raisons. La première, c'est un bloc de l'Olympiakos très bas qui a empêché les ailiers de prendre de la profondeur, et un Alexandre Lacazette qui n'a pas vraiment livré une très grande rencontre dans ce poste de pivot d'attaquant tout seul en pointe. Ça n'a pas été très facile pour Alexandre Lacazette. Fort heureusement, l'OL a tenu la baraque en défense. Ça n'a pas forcément été évident, parce qu'il y a eu quelques incursions de la part de l'Olympiakos. Alors vraiment pas beaucoup, mais on a quand même un petit peu tremblé. On a senti que cette défense centrale, composée de Douye Kaletatsar et de Clinton Mata, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Dès que ça commence à venir dans leur zone, c'est pas la fiesta absolue. Donc heureusement, clean sheet ce soir, il aurait pu en être autrement, puisque l'Olympiakos a failli ouvrir le score d'une belle frappe, sauvée par Lucas Perry qui a réalisé plutôt un bon match dans l'absolu, et parce que l'Olympique lyonnais a encaissé un but en fin de match, une superbe tête plongeante de Douye Kaletatsar en plein dans la lucarne de Lucas Perry. Fort heureusement, ce but a été annulé grâce à la VAR pour un hors-jeu au départ de l'action. Victoire donc 2-0, plutôt sereine. Il faudra tempérer ça par, je vais le dire, l'immense faiblesse de l'Olympiakos. Moi, j'ai été super déçu du niveau de jeu proposé par l'Olympiakos, qui à aucun moment dans ce match n'a voulu gagner le match. Ils étaient venus pour le match nul. Ils ont gagné du temps pendant toute la première période. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule minute de temps additionnel. Je trouve ça un peu scandaleux, en vrai. Et c'est nul, en fait. C'est tout nul, l'Olympiakos. Donc, c'est une victoire qui est méritée pour l'OL. Je vais vous montrer les stats du match. Normalement, je les ai sous la main. Voilà, je les ai. Les stats qui sont plus équilibrés qu'il n'y paraît. Plus équilibré qu'il n'y paraît, puisque l'OL a des expected goals à peu près égaux à celui de l'Olympiakos, 17 tirs à 7. C'est parce que l'Olympiakos a eu une ou deux grosses occasions sur des contres, mais pour le reste, c'était quand même... c'était tout nul, l'Olympiakos. C'était tout nul. On va pas tempérer la performance de l'OL, qui a quand même livré un match intéressant au niveau collectif, avec notamment des belles performances de certains joueurs, on en parlera un petit peu plus tard. Mais l'Olympiakos... c'est pas terrible au football quand même. Donc voilà, victoire de 0 méritée, victoire de 0 logique, qui va nous mettre sur des bons rails, puisque la crise pointait le bout de son nez du côté de l'Olympique lyonnais. 4 points
en 5 rencontres en Ligue 1. Il fallait gagner ce match-là contre l'Olympiakos, d'autant qu'il y a des échéances qui arrivent, puisqu'on va jouer contre Toulouse ce week-end. Ensuite, on va enchaîner avec les Glasgow Rangers jeudi prochain, et on aura un match contre Nantes avant d'avoir une nouvelle trêve internationale. Et ce serait bien que cette trêve internationale, on puisse la passer avec un petit peu plus d'assurance. Et la première base de cette assurance, c'était de remporter ce match contre l'Olympiakos. Et ça a été fait avec brio. Dispositif en 4-2-3-1, donc comme on l'a dit, avec une défense centrale assez expérimentale. Clinton Mata dans l'axe, Maitland-Niles sur le côté droit. Maitland-Niles qui avait un rôle un petit peu hybride. On l'a vu parfois au milieu de terrain. On l'a vu même parfois jouer défense centrale, échanger, permuter avec Mata. Je vois pas souvent des défenseurs permutés, mais ça a plutôt bien fonctionné. Milieu de terrain, Nemanja Matic, Corentin Tolisso. Alors sur le papier, on avait de quoi avoir peur. Parce que Matic-Tolisso, c'est quand même pas le milieu le plus mobile du monde. Mais finalement, c'était plutôt Matic en point de basse et Tolisso qui était au milieu avec Ryan Cherki. Ryan Cherki, le revenant, qui est revenu dans le 11, donc dans une position de 8-10 électrons libres, qui lui a très bien réussi ce soir, puisque c'est probablement l'un des meilleurs joueurs de la rencontre. Sur les ailes, on avait Nuama et Fofana qui ont livré un match compliqué dans ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils ont été bien muselés, mais assez actifs. C'est un match où il y a quand même pas mal de satisfaction au niveau de l'implication des joueurs, au niveau de l'implication défensive. On a quelques déceptions aussi, on va en parler. Mais force est de constater quand même que quand bien même l'OL a subi une grosse déconvenue contre l'OM et on ne pourra pas l'effacer, ça fait 3 matchs qu'on voit des choses au niveau de la structure de cette équipe, qu'on voit des plans, des circuits. On voit notamment ces 2 milieux de terrain qui vont aller se projeter dans ce qu'on appelle les demi-espaces. Vous savez, c'est cette espèce de zone, pas vraiment au milieu, pas vraiment sur le bord du terrain, mais pile au milieu. Et on voit que Tolisso et Cacré, mais là c'était Tolisso et Cherki, se projettent beaucoup dans ces zones-là et ça donne des occasions. Donc on commence quand même à voir les prémices d'une cohérence sur le terrain. Alors tout n'a pas été parfait, il y a eu beaucoup de déchets techniques, une nouvelle fois. Alexandre Lacazette n'a pas été bon et je pense que ça ira mieux quand on aura un point d'ancrage plus solide ou en tout cas plus de prise de profondeur. Mais force est de constater qu'on a eu un match sérieux sur lequel on aurait pu avoir peut-être plus de facilité en première période si on avait réussi des face-à-face, puisque l'Olympique Lyonnais a décidé de rater tous ses face-à-face. On a eu un face-à-face raté par Alexandre Lacazette, on a eu un face-à-face raté par Corentin Tolisso, et on a quand même eu un peu peur à un moment donné, à la mi-temps, d'avoir un nouveau match un peu pourri avec des occasions ratées et un coup de poignard de l'Olympiakos. Fort heureusement, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Voilà. Tolisso, c'est Iniesta Prime. On va en parler des performances individuelles. D'abord, on va parler de la prestation globale qui est satisfaisante. Après le match contre l'OM, on s'est dit quand est-ce qu'on va avoir droit à un match un peu tranquille de la part de l'Olympique Lyonnais. Quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous en se disant « Oh, on a gagné 2-0, c'était bien, on n'a pas été en panique, on n'a pas fait de caca-culotte et on peut rentrer chez soi serein ». Et ben on l'a eu ce match. Alors je dis ça, Douye Kaletatsar, il a quand même il a eu très envie à un moment donné qu'on ait des petites taches de caca sur le caleçon, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est quand même rassurant à l'aube de rencontres supposément plus facile contre Toulouse et Nantes, d'avoir une certaine forme de maîtrise. Moi, je suis plutôt rassuré par ces choses-là. En vrai, j'étais plutôt serein. En vrai, on a fait caca-culotte? Non, c'est pas vrai. Il y a eu quelques actions caca-culotte, mais à aucun moment on a pris la foudre de la part de l'Olympiakos. À aucun moment on a été outrageusement dominé. Les temps forts de l'Olympiakos, en termes de minutes fortes de l'Olympiakos, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est 4-5 minutes de domination pour 85 minutes de domination lyonnaise. Donc, c'est un bon match de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est un match qui va nous permettre de construire sur la suite? Est-ce que le 4-2-3-1 est le système qu'il faut utiliser? Ça, point d'interrogation. Point d'interrogation, puisque ce système en 4-2-3-1, est-ce que c'est vraiment un 4-2-3-1 déjà? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, ce système à une pointe condamne d'une manière ou d'une autre Gift Orban et Georges Bikotadze à cirer le banc. Or, on voit qu'il y a quand même des choses intéressantes à apporter du côté de ces deux joueurs-là. Donc on verra. Ça ne me surprendrait pas outre mesure qu'à Toulouse, Alexandre Lacazette soit reposé, d'autant que ses performances sur les derniers matchs ne sont pas bons. Ça fait 9 matchs qu'Alexandre Lacazette n'a pas marqué l'Olympique Lyonnais. C'est une énorme disette pour un joueur de ce calibre-là. Les côtés rassurants, c'est que, pas mine de rien, on avait dit que notre milieu de terrain était tout pourri. Il y a quand même quelque chose qui va vachement mieux dans ce milieu de terrain. Vous allez me dire, il n'y a pas Maxence Cacré. Oui, ça peut jouer, malheureusement. Mais la renaissance de Tolisso, elle y est probablement pour quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Corentin Tolisso. Moi, le premier. On a beaucoup espéré, même cet été, que Corentin Tolisso s'en aille. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le Corentin Tolisso qu'on a depuis le début de la saison,
c'est pas le même. Corentin Tolisso, depuis le début de la saison, il est physiquement au point. Il est brillant dans sa prise de profondeur. Il a des relents de Tolisso 2014 avec un vrai côté offensif intéressant qu'il avait complètement perdu depuis son retour. Et je trouve ça hyper rassurant de récupérer un Tolisso comme ça. Alors c'est pas parfait, hein. Avec l'utilisation du ballon sous pression, il y a toujours quelques petits problèmes. Mais Matic Tolisso, moi, j'aurais jamais cru que ça pourrait marcher, et force est de constater qu'aujourd'hui, ce sont les deux meilleurs milieux de terrain de l'effectif d'assez loin, et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même vachement rassurant de ce point de vue-là. Tolisso très bon ce soir. Je pense que ce soir, les deux meilleurs joueurs du match, c'est Tolisso et c'est Cherki. C'est pas ce qu'on aurait prédit pendant le mercato. Si vous m'aviez dit que ce serait Cherki qui porterait l'équipe, déjà, j'étais persuadé que Cherki serait plus à l'Olympique Lyonnais au 1er septembre. Et si vous m'aviez dit que ce serait Tolisso qui serait le maître à jouer de l'Olympique Lyonnais sur un match de Coupe d'Europe, pareil, je vous aurais probablement ri au nez. C'est vrai qu'on n'a pas cité Ainsley Maitland-Niles, mais Ainsley Maitland-Niles, il a un job un peu ingrat. Parce qu'Ainsley Maitland-Niles, on le voit pas beaucoup, mais en fait, il fait un taf de malade. Moi, je pense que dans une équipe qui tourne, parce que c'est toujours une équipe qui tourne à moitié, l'Olympique Lyonnais. Dans une équipe qui tourne, Maitland-Niles, ce serait un joueur absolument fabuleux. C'est Sofiane qui en parlait sur Twitter, pour ceux qui le suivent. Je pense qu'on ne voit pas assez le travail de Maitland-Niles, qui est un rouage essentiel de cette équipe. Sofiane, du coup, pour le citer à nouveau, disait que c'était le premier nom à cocher sur la feuille de match. Je suis d'accord avec lui. Je pense vraiment que Maitland-Niles, quel que soit son poste, qu'il soit ailier, milieu, latéral, j'en ai rien à foutre, c'est un joueur absolument essentiel à ce que cette équipe puisse tourner correctement. En plus, c'est un joueur il n'a pas de point faible en réalité. C'est pas non plus le génie absolu du foot, c'est pas le joueur le plus flamboyant, mais il a 12 partout sur FM, Maitland-Niles. Et un joueur comme ça, et en plus il a tous les points verts sur tout le terrain. Et c'est un joueur comme ça, c'est précieux. Et encore une fois, il lui a fallu du temps à Maitland-Niles, il lui a fallu 6 mois pour s'adapter. Mais aujourd'hui, c'est un rouage essentiel. Malheureusement, ça condamne aussi Mata à un autre poste ou au banc, ce qui est dommage. Mais le boulot qu'il a bas, vraiment, c'est un joueur de l'ombre. Et c'est des joueurs dont on a besoin dans une équipe qui a du mal à tourner pleinement. Cherki, vu du stade, c'était beaucoup de pertes de balles et un jeu qui ralentit les actions. Cherki, sa première mi-temps est pas folle, parce que le problème aussi de l'OL en première mi-temps, c'est que vous avez des joueurs qui sont très statiques. Vous avez d'un côté Malik Fofana et Ernest Nuama qui étaient muselés vraiment par leur vis-à-vis, parce que l'Olympiakos jouait en 3-5-2, donc vous aviez vraiment les deux pistons qui collaient les deux ailiers, et dans l'axe, il aurait fallu plus de mouvement. Or, vous aviez deux joueurs. Lacazette, il a mis beaucoup de temps à se mettre en marche. On l'a vu proposer des choses, faire des appels à partir de la deuxième période, mais en première mi-temps, il a été très statique. Et Ryan Cherki, en première mi-temps, il a été plutôt intéressant, mais il n'était pas assez mobile. On l'a pas vu assez faire d'appels, prendre la profondeur. Donc oui, je suis d'accord avec, je sais plus qui disait dans le chat, que Cherki, il ralentissait peut-être un peu le jeu en première période. En seconde période, quand les espaces se sont libérés, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Et Ryan Cherki, on en a parlé, mais tellement de fois. À chaque débrief, on en parlait. Moi, j'étais au stade, et du stade, c'est encore plus visible. Et je pense que un mec comme Cherki, c'est différent. C'est un football différent. Fofana, il l'a aussi, dans un style différent. Mais quand on a un joueur comme Cherki avec le ballon dans les pieds, il est différent. Et cette différence, il ne l'utilise pas toujours à bon escient. Mais quand il a la tête à l'endroit, et le cerveau à l'endroit, puisque ce match-là, il n'a pas fait de gris-gris, il n'a pas fait de passe débile, il a été très sobre, il a été très intelligent dans sa manière de jouer ce soir, Ryan Cherki. C'est un joueur différent. C'est dur de pas aimer Ryan Cherki quand il a la tête à l'endroit. C'est dur de pas lui pardonner. Hein. Quand vous voyez l'enchaînement qu'il fait sur le premier but, là, c'est dur de pas se dire, putain, on a envie de l'aimer ce gamin, quoi. Et moi, je suis content, parce que j'aimerais vraiment que la fin de Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais, qui devrait arriver soit cet hiver, soit l'été prochain, selon toute logique, j'aimerais qu'elle soit belle, j'aimerais qu'elle soit la tête haute, et j'aimerais qu'il ait donné tout ce qu'il a à donner à ce club avant de partir. Et si ça passe par une rédemption en Coupe d'Europe et pour la suite, je serai le plus heureux du monde, parce que c'est un joueur différent, c'est un joueur attachant, c'est un joueur qui a du déchet, oui, qui a peut-être des lacunes physiques aussi, oui, mais c'est un joueur de foot, quoi. C'est un joueur de foot, parfois c'est un joueur de futsal et c'est énervant, mais c'est un joueur de foot. Donc voilà, il est agaçant, je comprends ceux qui aiment pas, ceux qui en ont marre, ceux qui lui ont donné trop de fois une deuxième chance, mais moi, Cherki, ce sera toujours le football que j'aime, et ce sera toujours un mec où quand je vais au stade et que je vois qu'il est sur la feuille de match, je sais qu'à un moment donné dans le match, il va se passer un truc, et que je vais faire « Oh !» Et bien ce soir, j'en ai fait des « Oh !»
Et moi, je vais au stade pour faire des hauts. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais pas au stade pour voir une équipe bétonnée comme l'Olympiakos ce soir. Je pense qu'on paye du divertissement quand même. Et Ryan Cherki, c'est le divertissement, quoi qu'on en dise. Donc voilà, moi, je peux pas m'empêcher d'aimer Ryan Cherki, même si son entourage est chiant parfois, même s'il y a trop de tractations, même si peut-être qu'il ira jamais à la hauteur des ambitions qu'on a placées en lui. Mais voilà, Ryan Cherki, c'est un joueur qui fait lever au stade. C'est un joueur qui fait hurler au stade, dans le bon et dans le mauvais. Et pour moi, c'est ça l'essence du football, hein, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Pas besoin de Cacré. Bah ça, c'est peut-être l'enseignement de la soirée. C'est que c'est le premier match depuis très longtemps, hein, je crois que ça fait depuis 1 an et demi, que l'OL ne jouait sans Maxence Cacré sur un match entier. Il avait enchaîné je sais pas combien de titularisations, en tout cas une myriade de matchs d'affilée. Ce soir, l'OL n'a pas compté sur Maxence Cacré, puisque c'est Diawara qui est entré en jeu à la fin du match. Ça va être difficile pour Maxence Cacré. Ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, vous avez Matic qui est un indéboulonnable, parce qu'il n'y a personne dans son rôle. Il y a Tanner Tessman, on a vu qu'il n'est pas encore prêt, Tanner Tessman. Et ensuite, vous avez soit un, soit 2 postes. Dans l'état actuel des choses, Corentin Tolisso est insortable du 11, parce qu'il est en pleine résurrection, ce qui est génial. Derrière, vous avez Jordan Vertou, qui assure aujourd'hui plus de garanties que Maxence Cacré. Ça va être dur pour Maxence Cacré de récupérer une place dans le 11. Il va falloir qu'il soit très bon. Et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Pas pour son transfert éventuel cet hiver ou l'été prochain, mais pour son niveau en tant que joueur. Parce que Maxence Cacré, la barre, elle est de plus en plus basse pour lui. Et là, il va falloir qu'il réussisse à hausser son niveau à l'entraînement pour prouver à Pierre Sage qu'il doit passer devant soit Vertou, soit Tolisso. À l'heure actuelle, ça va être difficile. Mais c'est probablement pour le mieux pour lui. Ça, je lui ai donné sa chance, il n'en a rien fait. Tout à fait, je suis d'accord. Et au jour d'aujourd'hui, Vertou, Tolisso et Matic sont devant Cacré. Il aura des entrées, il aura des matchs pour prouver qu'il mérite peut-être de récupérer sa place. Mais au moment où je vous parle, Maxence Cacré est le 4e milieu de l'effectif. Et c'est normal. Oui, j'ai dit au jour d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'ai dit au jour d'aujourd'hui. Cacré, c'était bien saison dernière. Non, c'était toujours irrégulier, Cacré. Cacré, il fait partie des joueurs, avec Oussem Aouar, qui n'ont jamais récupéré le niveau qu'ils avaient affiché en Ligue des Champions contre Manchester City et la Juventus de Turin. Et c'est d'une tristesse folle, parce qu'on ne l'a pas halluciné, le Cacré du Final 8. Mais on le voit de moins en moins. On le voit, l'an dernier, on a dû le voir 10 matchs sur 40, et plus le temps passe, moins on le voit. Et il faut qu'il se remette en question. Peut-être qu'un petit tour sur le banc lui permettra de retrouver ses moyens et de redevenir le joueur qu'il a pu être par le passé quand il était un peu plus jeune. En tout cas, moi, c'est tout le mal que je lui souhaite. Cacré, c'est ciao. On verra. Vertou sur corner, c'est abominable. Alors, il y a eu un corner bien tiré, hein, avec cette belle tête de Tolisso, la croisée, qui est captée par le gardien, qui manque légèrement de puissance. Mais c'est tout. Hein. Le reste, c'était quand même pas génial. Hein. Voilà à peu près pour tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. Je vais quand même sortir mes notes, parce que j'ai pris des petites notes. Pendant le match. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, si, il y a un truc quand même, j'ai déjà dit que l'Olympiakos, ils étaient nuls, mais c'est quand même important de le rappeler qu'ils sont quand même très très nuls, l'Olympiakos. Ils sont très très nuls. Moi, je voulais quand même noter un truc. Toute la première période, l'OL faisait face à un bloc très bas, très compact, et avait un mal fou à sortir les ballons. Pourquoi ? Parce que, dans cet effectif de l'OL, il n'y a pas de relanceur, tout simplement. Et on va en avoir des matchs comme ça contre des blocs bas. On en a eu un contre l'OM littéralement. Bon, ça, l'OM il est parti dans la folie pour l'OM pour une fois plutôt que pour nous. Mais je pense que l'OL est terriblement orphelin de Jake O'Brien. Et vous allez me dire, oh non, il nous fait chier encore avec son Jake O'Brien. Oui, je vais vous faire chier. Parce que aujourd'hui, on a Kaleta Tsar et Mata. Ils sont pas capables d'attaquer l'espace dans l'axe et pas capables de faire des passes verticales. Je trouve que O'Brien savait faire très bien certaines choses. Alors, il avait des problèmes dans le jeu aérien, paradoxalement. Il avait du problème quand l'OL était dominé. Mais dans la couverture, dans la capacité à rattraper le retard qu'il prenait sur les attaquants, il était très fort. Et c'était un joueur qui n'hésitait pas à monter avec le ballon et à faire des passes verticales. Donc, je pense vraiment que dans cet effectif lyonnais, on n'a pas ce joueur-là capable d'aller toucher le milieu dans des passes compliquées.
On l'a vu, revoyez peut-être, enfin je ne vous le souhaite pas, revoyez la première période, vous allez voir qu'à chaque fois que Douye Kaleta-Tsar ou Clinton Mata ont un peu d'espace devant eux et qu'il y a Tolisso ou Matic qui proposent des choses, ils n'ont pas la capacité et la confiance en eux pour aller essayer de les toucher avec une passe qui casse la ligne. Du coup, ils obligent à passer par les côtés. Quand ils passent par les côtés, le bloc remonte et bloque, et donc on se retrouve un peu en panique à pas savoir quoi faire du ballon. Je pense vraiment que c'est une erreur d'avoir vendu O'Brien parce qu'il était capable de faire ces choses-là. Sarr avait cette capacité de relance aussi, et dans l'absolu, l'OL est toujours orphelin de Castello Luqueba, qui est extrêmement bon dans cet exercice-là. Je pense qu'on va de nouveau, à l'avenir, se retrouver dans des situations où l'OL va avoir du mal à se dépatouiller à la relance parce qu'il manque ce joueur derrière capable de prendre le ballon, avancer avec et toucher un milieu. Et peut-être que Niakate saura le faire, on n'a pas encore vu l'éventail de ses compétences là-dessus, mais pour l'instant, c'est un point noir pour moi. Je trouve que Mata est fort sous-estimé. Ce soir, il n'a pas été bon, Mata. Alors, il n'est pas bon. Moi, je suis désolé, Mata, il n'est pas bon en défense centrale. C'est pas son poste. Dans une défense à 3, ça peut passer. En défense centrale à 2, moi, je l'ai trouvé fébrile, Mata. Très fébrile. Et on sent, sur les transitions, qu'il ne sait pas où se mettre. Il y a eu ce fameux centre en première période où c'est lui qui est au marquage et qui fait pas attention parce que c'est pas ses zones. Il y a eu des contre-attaques où c'est pareil, il sait pas trop où se placer. Clinton Mata n'est pas un défenseur central axial de défense à 2 et ça va poser problème. Peut-être qu'à un moment donné, Omari reviendra correctement et sera en forme pour éventuellement prendre ce poste-là si jamais Niakate ou Douye Kaleta-Tsar seront pas opérationnels. Mais je pense pas que Clinton Mata soit fait pour jouer dans une défense centrale à 2 joueurs. Voilà. Je trouve sur un film mais positif aujourd'hui. Il n'a pas été mauvais, mais je le trouve pas serein en défense. Tu penses quoi des roulettes de Matic ? Alors, je crois que je l'ai raté, la roulette de Matic. Mais je l'aime bien, Matic. Je l'aime bien. Il a vraiment ce côté filou. C'est-à-dire que Matic, il est tellement dans un registre très classique du mec très grand à qui on peut pas choper le ballon. Et parfois, il sort de ce registre-là, il se met à dribbler. Et quand il se met à dribbler, moi ça me fait mourir de rire parce qu'il a un toucher de balle de tracteur. Mais ça marche. Mata très bon ce soir. Moi je suis pas hyper d'accord avec vous là-dessus. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé étincelant non plus. Maintenant oui, c'est un tacleur de grand talent, Mata. Rentrée prometteuse. Ouais, les entrants ont été bons en vrai. Les entrées ont été bons. Moi, j'ai beaucoup aimé Zaha. D'ailleurs, la passe de Zaha est magnifique sur le deuxième but de Saïd Benrahma. Benrahma a fait une bonne entrée aussi. Enfin, il a fait une entrée. On attendait de lui qu'il soit efficace. Il a été efficace. Pour le reste, Tanner Tessman, bon, c'est pas la rentrée du siècle non plus. Qui on a eu d'autres ? Mikotadze. Après, je suis parti à la 87e. Je vais pas vous mentir. Mais oui, c'est rassurant pour Zaha, dont on nous disait dans la presse qu'il était pas content à l'OL, qu'il aurait préféré rester en Turquie. Je pense pas que ce soit vrai, très honnêtement. Voilà. Et Diawara, un peu anecdotique, mais il a joué 9 minutes, on va pas lui reprocher, quoi. Benrahma a tout raté, même sa frappe. Benrahma, on va pas lui reprocher de rater des choses quand il marque un but. Il a une passe lumineuse de Zaha, il a un face-à-face, et contrairement par exemple à Lacazette, il a réussi son face-à-face. Moi, c'est pas Benrahma que je vais charger ce soir. C'est un peu chiant, la moitié des gens qui partent au stade avant la fin. Moi, j'ai pas le choix, je bosse derrière. Si je pars pas légèrement avant la fin, je fais pas de débrief avant minuit 10. Donc j'ai pas trop le choix, je suis désolé. Fallait pas l'acheter le Mikotadze. Mikotadze, il est là pour préparer la suite de Lacazette. Donc moi, je lui laisserai un peu de temps. Maintenant, oui, il va falloir... de toute façon, il va falloir qu'il bonifie les minutes dont il va disposer, Mikotadze, puisque Lacazette semble quand même pas mal intouchable dans le 11, quelles que soient ses performances. Donc oui, il va falloir que Mikotadze arrive à s'imposer dans ce 11, ça va être très compliqué pour lui, mais je pense que la saison où il faudra attendre Mikotadze, c'est la prochaine. C'est celle où Lacazette ne sera plus là, parce que c'est là où il va devoir se sortir les doigts, comme on dit dans le jargon. Walid a dit qu'il y avait des trucs bizarres dans sa vie perso à Miko depuis le retour à Lyon. Ce sont des rumeurs, les rumeurs de problèmes extrasportifs de Mikotadze. Je n'en ai pas vent, en tout cas je peux pas vous le confirmer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est la performance de Mikotadze sur le terrain. Je l'ai pas trouvé mauvais sur ce début de saison, il a été en manque de réussite, en manque de confiance, mais il est pas scandaleux, il est pas tout gros, il est pas tout lent. Donc on verra s'il y a des problèmes extrasportifs de Mikotadze, de toute façon ça se verra très vite sur le terrain. Mais à titre personnel, je suis pas en mesure de vous dire oui c'est vrai, ni oui c'est faux accessoirement. On a besoin de combien de points pour passer ? Pour ceux qui ont joué à FM,
Normalement, 9 points, ça t'emmène en barrage, et 15 ou 16 points, ça t'emmène en qualification directe dans le top 8. Voilà, à peu près. Donc l'OL a déjà fait un pas en avant en gagnant ce premier match à domicile. Il manque 2 victoires pour aller chercher les barrages. Voilà, c'est pas mal. Tout est exagéré, je pense, si on avait gagné contre l'OM. Oui, par rapport à tout ce qui se dit sur l'OL, sur les contextes extrasportifs, ça ne veut pas dire que tout est faux. Hein, je vous dis pas tout est faux, tout va bien à l'OL. Non, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien à l'OL et on en parlera peut-être après. Mais c'est sûr que les choses qui ne vont pas bien, on a tendance, et moi le premier, à en parler plus quand c'est la crise. Si l'OL gagne contre Toulouse, puis gagne contre Glasgow, puis gagne contre Nantes, je peux vous assurer que les problèmes, il y en aura 90% dont on parlera plus. Donc voilà. De toute façon, dans le football, c'est très simple. Hein. Si vous voulez que les problèmes disparaissent, il faut gagner. Une bonne chose de faite, on a gagné contre l'Olympiakos, il faudra continuer à gagner pour pas qu'on parle des problèmes. Voilà. Apparemment, le documentaire sorti cette semaine a foutu le bordel dans le vestiaire. Certains joueurs n'ont pas apprécié la manière dont a été tourné le documentaire sur le côté très lyonnais du documentaire. Ce que je peux comprendre. Maintenant, je pense encore une fois que si tu gagnes des matchs, on oubliera vite ce problème-là. Donc tout ça sort parce que l'atmosphère est morose et vous allez voir déjà que cette victoire va probablement atténuer cette morosité dans l'atmosphère sur les prochains jours. Et il faudra la concrétiser, la convertir en gagnant à Toulouse, même si ce ne sera pas simple, puisque Toulouse à l'extérieur, ça ne nous a pas toujours réussi dans la vie. Voilà, cela dit, c'est pas l'OL qui a monté le documentaire. C'est l'OL qui l'a monté le documentaire, qui l'a vendu à la chaîne d'équipe derrière. Voilà. D'ailleurs, l'UEFA a ruiné la C3 avec la réforme, je trouve. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le nouveau format est vachement bien. Je trouve que le nouveau format de l'Europa League est vachement bien et je vais vous dire pourquoi, y compris pour la Ligue des Champions. Pourquoi je trouve que le format de l'Europa League est vachement bien ? Parce que les petites équipes jouent des petites équipes et les grosses équipes jouent des grosses équipes. C'est fini les groupes avec un gros et trois équipes pourries. C'est fini les petites équipes qui se prennent des tartes dans la gueule. Vous êtes une toute petite équipe, vous allez jouer 2 équipes du chapeau 4. Vous êtes une grosse équipe, vous allez jouer 2 équipes du chapeau 1. Donc moi je trouve que c'est un très très bon format. Il n'y a plus de groupes nuls où les équipes passent avec 8 ou 9 points. Tout le monde est dans le même bordel et il y a une homogénéité là-dedans. Je trouve ça plus juste, plus équilibré et plus intéressant. Moi, je trouve ce format très bien, cette poule unique très bien. Voilà. C'est mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même. Et je trouve ça très bien également qu'il n'y ait pas d'équipe de Ligue des Champions qui, après avoir complètement foiré sa phase de poule, fasse « Hey, coucou les gars, c'est la contre-soirée ». Non, ça dégage. Vous avez les équipes du début qui vont se jouer le titre et basta. Du coup, moi, je trouve vraiment que déjà le format est cool et plus équilibré et plus intéressant, mais qu'en plus, au moins, la Coupe d'Europe, elle ne se dispute qu'en que entre les équipes qui disputent cette Coupe d'Europe. Finito de récupérer le Barça, qui recrute en hiver et qui pète la gueule de tout le monde derrière, même si c'est pas trop eux qui le font d'habitude. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Et il y a de l'enjeu jusqu'à la dernière journée, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Voilà, merci à Kabax pour le Prime. De l'enjeu jusqu'à la dernière journée, voilà, moi je trouve ça bien, c'est une ligue. Voilà, c'est une ligue, c'est différent. Et il faut pas être réfractaire. Il y en a certains parmi vous qui sont jeunes, qui n'ont pas connu la Ligue des Champions avec 2 phases de poule. C'était long, hein. Il y avait une phase de poule avec 6 matchs, une deuxième phase de poule avec 6 matchs, et ensuite on va arriver en quart de finale. C'était long, hein. C'était très long et c'était très chiant. Donc le format sont évolutifs. Il faut pas faire les vieux cons en disant c'était mieux avant. Moi, je préfère ce format-là aujourd'hui. Voilà, je trouve plus divertissant et plus intéressant. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même. Dans quel monde 10 points c'est pas suffisant pour passer? Dans aucun monde. 10 points tu passes pour les barrages, quasi sûr. À moins d'un concours de circonstances de dingue, mais 10 points tu passes en barrage. Sûr. Voilà. Les 2 phases ont été virées par l'UEFA quand même. Oui, mais c'était nul quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce match-là? Rien à dire sur l'arbitrage, c'était un match qui était bien arbitré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, on a tout dit, hein. On va faire les notes bientôt. On va faire la médaille d'or pour le débile avec un sifflet qui a été responsable d'une interruption de jeu de plus de 2 minutes parce qu'il sifflait dans la tribune avec un sifflet d'arbitre, donc il s'est fait engueuler par les stadiers. On a des champions quand même, hein. On a des vrais champions. Le stade vide, alors en vrai le stade vide, oui il n'y avait pas les virages, mais du coup c'est assez marrant parce que vous avez tous les gens des virages qui sont replacés en latéral et ça donne une ambiance assez marrante avec des petits noyaux de supporters un peu bruyants éparpillés partout en latéral. Donc oui, c'est un peu dommage de ne pas avoir ces virages pour le retour en Coupe d'Europe. Mais ça nous a donné une ambiance un peu marrante. Il y avait une trentaine de milliers de spectateurs. Voilà. Évidemment que ce sera mieux pour le prochain match, mais c'était pas si catastrophique que ça, hein. T'as pas parlé du coaching. Pour le coup, le coaching, il est intéressant ce soir. Il est intéressant, les entrants sont bons. Donc le match, il est réussi pour Pierre Sage ce soir, hein. C'est un bon match pour Pierre Sage. C'est rassurant par rapport à ce qu'il a pu proposer sur les premières journées de championnat. Donc il faut le dire, c'est un bon match de Pierre Sage.
C'est une sanction. Oui, c'était une sanction pour des conneries qui ont été faites lors du match contre West Ham, qu'on a tous voulu oublier, hein, ce 3-0 dégueulasse. Mais l'OL avait pris un huis clos partiel de ses virages à cause d'échauffourées lors du dernier match de Coupe d'Europe de l'OL, qui était le match contre West Ham en Europa League. Voilà, tu penses qu'il y a péno sur Fofana? Alors, je n'en ai aucune idée, parce que ça s'est passé loin de moi, donc j'ai pas vu. Et je suis curieux de savoir votre avis là-dessus. Après, je pense qu'on s'en fout un petit peu de si on avait hors-jeu. Il y avait penalty, pardon. T'as pas parlé du but annulé pour Olympiakos. Bah, il y a hors-jeu, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il faut dire là-dessus. Hein. De toute façon, le but annulé, je l'ai vu dans le tram, moi. Donc, voilà. C'est ce que je vous dise. Canal m'a même pas mis le replay. Je pense qu'on s'en fout un petit peu. On a gagné 2-0. On va pas dire, mais il y avait les penalty sur Fofana, on aurait pu gagner 3-0. On s'en fout. On s'en branle. C'est pas un problème. Voilà. Les notes. On embraye les notes. Alors, les notes, elles sont ici. Hop. Non, elles sont pas là. Si, voilà. Non, c'est pas ça du tout. Pourquoi ça marche pas? Si, c'est bon, ça marche. Voilà, des très beaux points d'interrogation. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs directement. C'est dans le chat, là, le petit lien qui s'affiche dans le chat ou qui s'affichera sur YouTube dans la description. D'ailleurs, je crois normalement, il s'affichera là où il y a mon doigt, là. Normalement, sur YouTube. Ça devrait être ça. Juste que je note. À 30e minute, ça s'affichera. Comment était le parquage? Relativement pas brillant. Après, moi, j'étais à l'opposé complet du parquage. Donc voilà. Lucas Perry, pour commencer. Lucas Perry, bon match. Clean sheet. Bel arrêt. Bon match de Lucas Perry. C'est bien. 6,5. 6,5. Voilà. 6,5. Attendez. Hop là. Voilà. Merde. J'ai raté. Ça s'affichait. 6,5 pour Lucas Perry. La défense centrale. Douye Caleta-Tsar. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match de Douye Caleta-Tsar. Bon, il y a quand même cette tête plongeante en pleine lucarne. Bon, Douilleux, était-ce vraiment nécessaire? C'est pas le match du siècle non plus. On va lui mettre quoi? On lui met... Oh là, ça a bugué. Oh là, je peux plus noter. Aïe, terrible. Attendez, 2 secondes, je me reconnecte. Ah, bah ça a pété. Voilà, mes notes. Non, c'est bon. Ça va remarcher. Douye Caleta-Tsar, oui, 6. 6 pour Douye Caleta-Tsar, c'est cohérent. Clinton Mata. Alors peut-être que ma vision du stade est un peu biaisée, mais moi je l'ai pas trouvé incroyable. Mais encore une fois, j'étais au stade, donc je suis peut-être dur avec lui. Je vois que vous avez mis 6. Moi, j'ai envie de mettre un tout petit peu en dessous. Je vais mettre un 5,5 pour Mata, parce qu'il y a quand même des moments où il m'a inquiété en défense centrale. Ça, c'est pas mes notes, ça. Ça, c'est pas mes notes. Pourquoi 5,2? Pourquoi il m'a mis 5,2, là? Voilà, c'est bon, il m'a mis 5,5. Je me suis trompé. Tagliafico... Je sais pas. Je vais mettre un 5 bien tassé. C'est un match random de Tagliafico. Random. Je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Je n'ai pas grand chose à le féliciter. 5. Voilà. Maitland Niles, par contre, Maitland Niles, c'est un vrai bon match de Maitland Niles. Il est partout. Il a de quoi un abattage assez fou. Il a une vraie technique de frappe. Il est intéressant dans sa capacité à dépasser sa fonction. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un match super intéressant de Maitland Niles. Je vous trouve presque un petit peu dur avec lui, puisque vous avez mis pour l'instant 6,2. Moi, je mets un 7 à Maitland Niles ce soir. Matic, moi, je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt intéressant, plutôt rassurant, plutôt cool. C'est un match Renault Scénic 300 000 km, mais qui roule toujours de Nemanja Matic. C'est un 6 bien tassé pour Nemanja Matic ce soir. Corentin Tolisso, pour moi, c'est assez largement, avec Cherki, le meilleur joueur de la rencontre. Vraiment surpris par la renaissance de Corentin Tolisso, la caisse de Corentin Tolisso. Ouais, un 6,5 ou un 7. Je pense qu'un 7 se justifie pour Corentin Tolisso ce soir. Rassurant physiquement. Intéressant dans la prise de profondeur. C'est vraiment plus là où je l'attendais. Hein. On a eu un face-à-face raté à un moment donné en première période, mais le face-à-face, il le crée tout seul. Match intéressant de la part de Corentin Tolisso. Pourvu qu'il continue comme ça, parce que moi, ce Corentin Tolisso, il me donne envie de lui faire des câlins. Donc voilà, continue, Corentin, on est avec toi. Les ailiers, alors c'est un petit peu plus compliqué. C'est un match compliqué pour les deux ailiers qui ont vraiment été muselés du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai préféré le match d'Ernest Nuama, que j'ai trouvé vraiment très très actif sur le terrain, même s'il a eu du mal à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il faut quand même saluer la défense de l'Olympiakos qui a été plutôt pas mal. Ouais, c'est un 5,5 pour Nuama. Il y a eu de la volonté, il y a eu pas... les replacements défensifs surtout de Nuama étaient assez intéressants. C'est un 5,5 d'encouragement, on va dire, ce soir pour Ernest Nuama. Malik Fofana, il a été très actif aussi, mais moins flamboyant. Pour moi, c'est 5. J'ai pas envie de lui mettre une sale note non plus. Il a été assez intéressant malgré tout dans son replacement.
On peut pas lui reprocher de manquer de physique parce que c'est ça qui lui donne son explosivité. Mais voilà, c'était un match compliqué pour les ailiers qui n'ont pas forcément été aidés par le point d'ancrage qui était Lacazette, qui n'était pas suffisant. Ryan Cherki, match brillant. Première période peut-être pas totalement aboutie, deuxième période très intéressante, même s'il est vite sorti, buteur, magnifique. Le Ryan Cherki qu'on aime, c'est un 8 pour Ryan Cherki. Ce sera l'homme du match ce soir pour moi. Et Alexandre Lacazette, pour le coup, y a pas grand-chose dans son match. Il s'est un peu rattrapé à mon sens en seconde période où il était très actif au pressing. Mais je pense que c'est parce qu'on lui a dit qu'il allait sortir à la 60e. C'est pas un match suffisant pour Lacazette ce soir. Beaucoup de déchets en première période. En première période, il a perdu tous ses duels. Pas beaucoup de dribbles réussis, pas beaucoup de capacité à tenir le ballon. Après, il n'était pas aidé, c'était une défense à 3 derrière, etc. etc. Mais encore une fois, 4, je vous trouve presque généreux parce que c'est Alexandre Lacazette. Moi, je vais aller sur un 3,5. Va falloir que ça step up Lacazette là. On a eu le match contre Strasbourg où il a été brillant, mais pour l'instant, c'est le seul match référence cette saison, c'est le 6e. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant ce soir. Voilà pour mes notes. On va découvrir désormais vos notes à vous qui vont s'afficher. 1, 2, 3, hop là, coup de baguette magique. Paf, incroyable. Vous avez mis 6.5 à Lucas Perry, 5.2 à Tagliafico, 5.7 à Keita Tsar, 5.2 à Mata. Vous avez été influencé par moi là-dessus. Presque 7 pour Maitland-Niles, 6.1 à Matic, 7.7 à Tolisso, 5.7 à Fofana, 7.5 à Cherki, 5.2 pour Nuama, 4.2 pour Lacazette. On n'a pas noté Pierre Sage, mais c'est un bon match de Pierre Sage. Je vais mettre un 7 de mon côté. Voilà, hop. Si vous êtes sur YouTube, déjà lâchez les pouces, mettez les commentaires, ça fait plaisir, ça pousse dans l'algo et bah moi ça permet d'avoir la chaîne qui grandit, qui continue à grandir. Abonnez-vous, tout ça, et vous pouvez noter les joueurs. Le lien se trouve dans la description ou normalement dans le petit rond qui est ici si jamais j'ai bien pensé à le mettre. Voilà, on a terminé ce débrief. J'espère que l'horaire vous va, même s'il est un peu tard, il est minuit 30. Je peux pas faire mieux si je vais au stade et j'aime bien aller au stade quand même. On essaiera de faire au mieux pour que ce soit pas après minuit. Je ferai de mon mieux là-dessus, mais vous savez que comment dire, les navettes c'est pas toujours génialissime du côté de l'Olympique Lyonnais. Prochain débrief, ce sera ce week-end. Le débrief aura lieu à 17h, après le match Toulouse-Lyon qui se disputera donc à 15h. On fera un débrief du match qui sera derrière en replay sur YouTube et on en profitera dans la foulée pour faire un débrief un peu à la Zub des mondiaux de cyclisme. J'aurais adoré pouvoir liver les mondiaux de cyclisme, mais malheureusement Toulouse-Lyon a la priorité. Voilà, 3 matchs dans la semaine qui va nous arriver, puisqu'on aura Toulouse-Lyon dimanche, le match des Rangers jeudi, et on terminera cette deuxième phase, on va dire, par le match contre Nantes. Ce sera dimanche, débrief aux alentours de 23h en nocturne, et derrière on aura une trêve internationale, pas piqué des hannetons. N'oubliez pas que vous pouvez pronostiquer sur la rencontre si vous êtes sur Twitch, vous faites point d'exclamation prono et vous mettez votre score pour Toulouse-Lyon. Il y aura le classement, je vous l'afficherai à un moment donné, j'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant, mais ce sera fait à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné on gagnera des trucs si on a un sponsor sur la chaîne. Voilà, c'est terminé pour ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être là tard le soir, merci d'être là le lendemain matin sur YouTube, merci à ceux qui lâchent des pouces, merci aux supporters marseillais d'avoir été aussi nombreux et d'avoir fait passer les 50 000 vues sur le débrief. Malheureusement, vous avez raison, l'odeur du sang, c'est ce qui fait porter les audiences. Mais voilà, je suis quand même content qu'on puisse débriefer des victoires de temps en temps et qu'on puisse dire la fameuse phrase « l'Olympique Lyonnais a gagné le foot ». J'en profite également pour remercier tous les gens très gentils au stade, parce que les interactions au stade, elles sont toujours ultra sympas. Donc si jamais vous me croisez au stade, n'hésitez pas à venir passer un coucou, dire bonjour, ça me gêne pas, vous êtes toujours très gentils et les bienvenus là-dessus. Voilà, bisous, à bientôt, je vous envoie en raid quelque part, et puis on se retrouvera peut-être pour un live nocturne, peut-être vendredi soir ou demain ou samedi soir, je sais pas encore. Voilà. Allez, bisous, ciao, à bientôt.